Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour cette présentation de l'étude sur l'entreprise à visée régénérative. Je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Bertrand Tullier. Je suis chargé de recherche action chez Lumia depuis 2 ans et demi. J'ai un passé dans le consulting, certains s'en souviennent. Mais aussi, en fait, je suis passé dans un grand groupe de la construction où j'ai dirigé un bureau d'études, on va dire, en fait, sur l'environnement et les sciences du vivant. Alors, vous verrez la raison pour laquelle je suis chez Lumia. Et puis, peut-être présenter également Lumia. Donc, Lumia, c'est avant tout un centre de recherche-action. On verra ce qu'est la recherche-action ensuite. Mais aussi un centre de diffusion des connaissances dans le cadre de formation. Donc, c'est aussi un centre de formation. Et puis, pour diffuser également nos travaux, parce que l'objectif, c'est pas de les garder pour nous, eh bien, en fait, on a aussi, on espère en fait pouvoir monter un centre de ressources pour diffuser l'ensemble de nos rendus. C'est déjà le cas sur notre site internet, c'est-à-dire que l'étude que j'ai en main, et je vais la faire passer. L'étude que j'ai en main, elle est complètement téléchargeable en fait sur notre site et vous pourrez comme ça en fait l'obtenir. Alors j'ai oublié de dire que Lumia, c'est un centre de recherche-action qui est situé dans le sud de la France, qui est situé exactement entre Cannes et Grasse, à Montsartou. Et on est situé dans une commune un peu particulière qui a déjà fait énormément en fait pour le développement durable. Le centre de recherche est situé au sein même d'une régie agricole qui produit l'ensemble de l'alimentation pour les écoles, les crèches et puis le restaurant municipal en agriculture biologique. Donc on est au milieu de 6 hectares, voilà, et c'est un lieu un peu particulier. Et notre bureau, par exemple, notre salle de formation, c'est une yourte. Donc, ça peut un peu... voilà, on est dans un lieu atypique. Nous aussi, on vit ou on travaille dans un lieu atypique. Alors, cette étude, l'entreprise à visée régénérative. Alors déjà, je voudrais remercier à la fois les organisateurs ici, mais aussi les financeurs de cette étude. On a eu quelques partenaires, en fait, qui nous ont permis de faire ces travaux. Et c'est pas évident d'avoir des partenaires qui financent des travaux sans que ce soit appliqué complètement en fait à leur propre métier. Donc ils ont accepté que ce travail soit diffusé très largement et qu'il ne soit pas en fait centré sur leurs propres besoins. Donc vous les avez ici. Et donc notre objectif pendant 1 an et demi avec Christophe Sampels, ça a été d'essayer de déterminer effectivement ce qu'étaient ces modèles économiques régénératifs et ce qu'ils pouvaient apporter en fait à l'entreprise. Et c'est ce que je vais essayer très humblement et succinctement, parce qu'il y a 170 pages à l'étude, de vous présenter ici. J'ai oublié de faire quelque chose, c'est de démarrer mon chronomètre pour pas être trop long. Alors, tout d'abord, la genèse. La genèse, eh bien, c'est d'abord une histoire humaine. J'ai rencontré Christophe Sampels il y a 12 ou 13 ans, je ne sais même plus exactement, dans le cadre d'une formation, puisqu'il m'a formé à l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Donc, Christophe Sampels, c'est avant tout un chercheur en sciences de gestion. Et puis, à l'époque, il m'a formé avec Christian Dutertre, un autre chercheur du CNRS, sur ce type de modèle. Et dans le même temps, moi j'étais consultant et je travaillais avec Isabelle Delannoy sur le modèle d'économie symbiotique, un modèle économique un tout petit peu différent, beaucoup plus proche en fait du vivant. Et quand j'ai été formé, j'avais des débats en fait, surtout avec Christophe et Christian, sur la régénération. Ce qui, pour moi, en fait, manquait en fait, dans l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Et Christophe a gardé ça en tête. Et quand il a créé Lumia, il s'est dit,
ok, en fait, je travaille sur des modèles économiques, on va dire alternatifs, modèles économiques à impact, modèle de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, modèle économique post-croissance, etc., etc. Mais finalement, en fait, la régénération, c'est peut-être le modèle économique qu'on doit pousser. Et quand j'ai eu la chance de rejoindre l'équipe Lumia, on s'est dit, OK, maintenant, en fait, on ne travaille plus que le modèle économique régénératif, même si on a besoin encore des autres modèles, on en reparlera après, mais c'est celui-là, en fait, qu'on veut mettre en avant, c'est celui-là qui nous semble, en fait, le plus prometteur, et par contre, sur lequel il y a le moins de travaux qui ont été réalisés jusqu'alors. Alors, cette étude, elle résulte d'une méthodologie en recherche-action. Je vous ai parlé de la recherche-action tout à l'heure, qui est classique. La recherche-action, c'est quoi? C'est pas de la recherche académique. Nous, nos objectifs, c'est pas de publier et d'être dans des revues scientifiques, même si on publie. Je vous ai dit, on a un centre de ressources et notre objectif, c'est de diffuser les savoirs. Mais par contre, en fait, on essaie que ce soit applicatif. Donc, dans la recherche-action, il y a aussi en fait de l'intervention. Et donc, on est régulièrement en fait dans des entreprises avec des territoires à travailler ces sujets pour finalement être sûr que les concepts sur lesquels on travaille, on va pouvoir avoir des méthodologies et des outils qui vont permettre de les appliquer. Parce qu'on peut avoir en fait de très beaux concepts, mais s'ils ne sont pas opérants, c'est pas très utile en fait pour changer le modèle économique. De fait, on a fait, comme dans beaucoup d'études, une revue de littérature, puisqu'en fait, il y a plein de travaux quand même qui ont été menés à l'échelle planétaire par des scientifiques, par des personnes qui ont déjà travaillé ces sujets, sachant que la régénération, c'est un sujet qui a été abordé déjà il y a plus de 20 ans ou 25 ans, en fait, dans le secteur agricole. Donc, il y a des gens qui ont déjà écrit depuis très, très longtemps. Et quand je vous dis que je travaillais avec Isabelle Delannoy, il y a 15 ans, en fait, on pouvait déjà lire en fait, des écrits sur la régénération de Paul Hawken, par exemple, un scientifique américain. Donc, il y a cette revue de littérature. Ensuite, on s'est dit, mais est-ce que finalement, ces entreprises régénératives, est-ce que ça existe réellement ? Et donc, on a essayé de chercher un petit peu partout en fait dans le monde des cas d'école ou des cas particuliers en fait qui pourraient être considérés comme étant des entreprises régénératives. Ce travail, on l'a fait sur à peu près une 50aine d'entreprises, vraiment en fait tout secteur d'activité confondu, tout type de territoire, pour essayer de voir et de comprendre en fait ce qui les avait poussés à aller vers la régénération, quels étaient en fait les éléments de leur modèle économique qui permettaient de dire que ce modèle économique était plus vertueux que les autres. Ensuite, je l'ai dit, on fait des interventions donc dans des entreprises auprès de territoires. Donc l'objectif, c'est de se nourrir aussi finalement de cas concrets et de voir les difficultés que l'on peut avoir et d'identifier aussi les moyens à mettre en œuvre pour essayer d'aller vers cette entreprise à visée régénérative. On pourra en reparler parce que ça n'est pas très facile de changer un modèle économique. Et quand on est sur un changement de modèle économique pour aller vers l'EFC, on dit voilà, il faut entre 3 et 5 ans. Mais là, pour aller vers l'économie régénérative, en règle générale, c'est entre 5 et 10 ans. Donc souvent, quand on a en fait une entreprise qui est intéressée, qui vient nous voir, et elle nous dit est-ce que vous pouvez nous dire avec quelle entreprise vous avez changé le modèle économique? C'est en cours, mais on pourra vous le dire. Voilà, Lumia a 4 ans. On pourra vous le dire peut-être en fait dans 5 ou 6 ans. Alors ça ne veut pas dire que on ne peut pas présenter des projets régénératifs qui ont fonctionné, mais aujourd'hui, un changement de modèle économique, on est dans la capacité de le faire. Et on verra ça aussi après. Et puis, bien sûr, des échanges et réflexivité. Tout à l'heure, je vais vous présenter 11 principes. Eh bien, c'est un travail qu'on avait mené avant. On a fait une publication, en fait, en juillet 2022,
une publication sur des principes de l'entreprise à visée régénérative. Ces principes, on en avait 17 et on a en fait envoyé cette publication à différentes personnes. Emmanuel, je crois que tu l'avais reçu. Donc, à différentes personnes, soit en fait de notre entourage, à des scientifiques, à des gens qui étaient en formation, à des entreprises partenaires avec lesquelles on travaillait, dans le but justement en fait de challenger un petit peu en fait ces principes et d'essayer d'arriver à quelque chose qui est peut-être plus intéressant ou en tout cas plus concis sur ce que l'entreprise à visée régénérative. On verra ça après. Donc, on a aussi donc ces échanges avec voilà des personnes qui sont spécialistes d'un sujet. On verra après. Alors, les principaux apports de l'étude, parce que je peux pas en fait, comme je l'ai dit, présenter l'ensemble des travaux qui sont dans l'étude. Il y a 170 pages, mais l'objectif c'est plutôt de dresser un cadre général. Tout d'abord, en fait, il y a une partie sur le contexte. Et le contexte, c'est le pourquoi. Pourquoi, en fait, on se dit que il faut changer nos modèles économiques et aller vers des modèles économiques régénératifs. Hein, vous savez que on a dépassé 6 des 9 limites planétaires. Tout ça se fait pas en fait au profit de l'humanité, puisqu'une grande partie de l'humanité ne bénéficie pas, et quand je dis une grande partie, c'est presque la totalité de l'humanité ne bénéficie pas de l'ensemble des ODD sociaux, et donc ne bénéficie pas des conditions d'une vie digne. Ça veut dire qu'en fait, on détruit l'environnement aujourd'hui sans pour autant que ce soit au profit de cette humanité. Donc, on est dans un système qui est plutôt justement dégénératif et qui ne permet pas en fait notre bien-être. Alors, bien sûr, après, on a défini un certain nombre de concepts, on a posé des concepts. Le concept de la soutenabilité forte, mais enfin, c'est pas nous qui l'avons défini. C'est les scientifiques qui ont déjà, en fait, depuis de très nombreuses années, en fait, fait la différence entre la soutenabilité forte et la soutenabilité faible. Soutenabilité forte, ça veut dire qu'on va donner une prédominance très importante, en fait, à l'écologie par rapport au social et par rapport à l'économique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si on vit dans un monde où les conditions de vie ou d'habitabilité de la Terre, si on est encore plus pessimiste, sont dégradés. Forcément, ça a un impact en fait sur l'humain. Et si ça a un impact sur l'humain, ça a forcément un impact aussi sur l'économique. Donc, quand les conditions sont dégradées, on le voit bien en fait, il est très difficile en fait finalement d'avoir des activités économiques qui soient prospères. Ensuite, on a posé le cadre de ce qu'était cette régénération. La régénération, c'est une propriété qui est propre au vivant. Ça n'existe pas pour le monde inerte. Et la régénération, c'est cette capacité à s'auto-réparer. Jusqu'à un certain seuil, dans la nature, il y a toujours des seuils. Je vous ai dit, les limites planétaires, c'est pareil, il y a des seuils. Les limites planétaires, c'est des processus qui régissent en fait finalement une certaine stabilité de notre environnement et qui ont permis le foisonnement de la vie, notamment sur les 12 000 dernières années. Et donc, la régénération, c'est cette capacité, mais dans cette capacité, ce qu'il faut savoir, c'est que on s'appuie réellement sur le développement du vivant, sur sa capacité de création continue. On verra que c'est extrêmement important. Et on fait la différence avec la restauration. On fait la différence aussi avec la compensation. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on pourrait y passer vraiment beaucoup de temps. Voilà, cette notion de la création continue est extrêmement importante puisque le vivant, en fait, si il est dans des conditions qui sont favorables à son développement, eh bien, en fait, il va continuer à se développer et à produire de façon importante jusqu'à un certain seuil, jusqu'à un équilibre. Ensuite, on a regardé, le pendant en fait de cette régénération. Qu'est-ce que ça veut dire
la régénération pour une entreprise. C'est quoi les impacts socio-écologiques? Et on a travaillé sur les modèles économiques. Alors, quand je dis modèle économique, ce qu'il faut savoir, c'est dans la tête de beaucoup de gens, un modèle économique, c'est quoi? C'est la création de valeur, c'est ce que je mets sur le marché, et puis c'est les revenus que je génère par rapport à ce produit ou ces services que j'ai mis sur le marché. Un modèle économique, c'est un peu plus complet que ça. C'est d'abord en fait un socle qui est composé de la raison d'être et de la gouvernance. Et si on veut avoir une entreprise à visée régénérative, il faut absolument, par exemple, que la raison d'être soit alignée avec le modèle économique. Dans beaucoup d'entreprises, la raison d'être n'est pas alignée. Et ça crée plein de perturbations, on pourrait en parler. Ensuite, il y a une dimension réelle. La dimension réelle, c'est quoi? C'est ce que je viens de dire, la création de la valeur. Donc, c'est l'offre, c'est les produits ou les services que je mets sur le marché. C'est aussi la production de la valeur. Donc, c'est comment je produis, comment je fabrique ou je produis les produits, les services. C'est la distribution de la valeur. Donc là aussi, vous voyez, dans un marché qui est plutôt globalisé, toute l'importance que ça peut avoir. C'est enfin l'appropriation de la valeur pour la dimension en fait réelle. Et seulement après, on a la dimension monétaire. Et dans la dimension monétaire, il y a bien sûr la monétisation, mais pas que. Il y a aussi la répartition de la valeur. Pour faire des entreprises à visée régénérative, on rebat un peu les cartes de la contractualisation et surtout en fait de cette répartition de la valeur. Enfin, pas enfin parce qu'il y a bien sûr des petits points là, parce qu'il y a d'autres notions qui sont abordées dans l'étude. La dynamique de performance. La dynamique de performance d'une entreprise ou d'un modèle économique, c'est ce qui va faire en fait sa rentabilité. Et c'est malheureusement en fait souvent quelque chose qui là encore n'est pas complètement aligné. Alors je vais vous présenter des éléments. C'est pas complètement la définition de l'entreprise à visée régénérative. Une première définition de l'entreprise à visée régénérative, c'est d'abord une entreprise qui prend ses décisions et qui agit en fonction de ses impacts sur le vivant. Quels sont les chefs d'entreprise qui prennent des décisions en fonction de leur impact sur le vivant? Il y en a très peu. Vous voyez que c'est un changement de paradigme complet. C'est un changement de mindset, un changement en fait de façon de réfléchir. Et pour que la régénération advienne, il est nécessaire de travailler sur les conditions qui vont permettre à ce vivant d'exprimer son potentiel. On dit même son plein potentiel. Donc, on va travailler sur les conditions qui vont permettre au vivant de se développer. Ces conditions, c'est quoi? Il y a un travail d'abord sur les sols, un travail sur l'eau, parce que sans eau, il n'y a pas de vie. Mais aussi, ça peut être sur l'ensoleillement, quand je suis sur un projet urbain, par exemple, etc., etc. Donc, on va travailler sur ces conditions. Sur le plan social, on va travailler sur les conditions qui vont permettre aux individus d'exprimer leur plein potentiel. Exprimer leur plein potentiel, c'est quoi? C'est exprimer leur talent. Et là aussi, on voit dans certaines organisations des fonctionnements qui détruisent les talents au lieu en fait de les upgrader. Et puis, on l'a dit, on va s'appuyer sur les capacités d'auto-renouvellement et de création continue de ce vivant. Alors vous allez me dire, oui, mais beaucoup d'entreprises sont pas connectées au vivant, et on va le voir après, effectivement, mais il y a toujours en fait des moyens d'aller se reconnecter au vivant. Ces moyens de se reconnecter au vivant, ils vont pouvoir se faire, mais pas forcément directement par l'entreprise, mais en intégrant ce qu'on appelle des écosystèmes régénératifs. Et là où
souvent, on travaille avec les parties prenantes. Là, on va travailler avec ce que nous, on appelle les communautés humaines. Et les communautés humaines, en fait, elles sont plus larges que les parties prenantes. Et là où on travaille souvent dans la chaîne de valeur, on va aussi travailler hors de cette chaîne de valeur. On va aussi créer des coopérations. Le maître mot, c'est les coopérations. Voilà, pour faire ça. Alors, l'entreprise régénérative, son objectif final, c'est d'avoir des impacts positifs nets sur l'environnement et sur la société. Les impacts positifs nets, ça veut dire qu'elle va avoir toujours des impacts négatifs, parce que toute activité humaine, ben voilà, et il y a des activités, il y a un économiste français, Loïc Stéphan, qui parle d'activités maudites. Il y a des activités qui ne seront jamais à impact positif. Aujourd'hui, les transports, on ne sait pas faire des transports à impact positif. Donc, il y a des activités maudites. Et donc, on va essayer de réduire quand même en fait ces impacts-là. Et on va essayer d'aller chercher des impacts positifs grâce au vivant. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le vivant, lui, il a une force. C'est qu'il ne nécessite pas d'énergie. Il est capable de se réparer. Il n'a pas besoin en fait de ressources particulières, sauf d'avoir des conditions particulières. Et puis, surtout, eh bien, le vivant a la faculté finalement de ne pas de ne pas nécessiter de transformation particulière. Donc, l'objectif, c'est vraiment en fait de s'appuyer, je vais introduire une notion, de s'appuyer sur les services écosystémiques, c'est-à-dire les services que le vivant peut nous rendre. Un arbre, dans son fonctionnement, sa physiologie, avec la photosynthèse, permet de stocker du carbone et de produire du dioxygène. Donc nous, on bénéficie du dioxygène qui est produit par l'arbre, mais il ne le fait pas pour nous. Il fait simplement parce que c'est sa physiologie, c'est son mode de faire pour vivre. Mais nous, on en bénéficie. Et donc, on va s'appuyer sur ces services. Alors, on a défini des principes, je l'ai dit tout à l'heure, des principes, Emmanuel est parti, mais des principes de cette entreprise à visée régénérative. Donc, il y en avait 17, on est passé à 11. Je ne vais pas tous vous les détailler, c'est détaillé avec au moins un à deux exemples en fait par principe dans l'étude. Je vais vous dire qu'il y en a certains qui sont un peu plus forts que d'autres. Le principe 3, par exemple, être en capacité de se limiter ou de s'auto-limiter. Alors souvent dans la tête des gens, c'est « Ah non, mais on est pour la décroissance ». Pas du tout. C'est simplement la capacité de se limiter, c'est d'être en capacité de dire sur tel ou tel sujet, eh bien en fait, je vais me poser une limite, un seuil, comme ce qui se fait en fait dans la nature. Ce seuil, il peut être sur un nombre de salariés. On verra, l'Amazona, un exemple après, il peut être sur le nombre de salariés. Il peut être sur le nombre de clients. Il y a une entreprise, Nexans, qui a décidé, ils étaient à 17 000 clients, ils sont passés à 4 500 et ils ont des revenus qui augmentent. Donc, vous voyez, ça peut être sur des produits aussi. On va parler de renonciation. On a travaillé notamment avec Mustela. Vous avez peut-être déjà entendu parler du cas de Mustela, qui a décidé en fait d'arrêter de produire sa lingette jetable. Mais par contre, qui se donne un certain temps. Parce que si on est dans la renonciation pour la renonciation, ce que je leur disais, c'est que ça ne fonctionne pas. Parce que vous allez juste transférer à vos concurrents, finalement, le bénéfice de votre renonciation. Donc, il faut trouver une solution alternative et ils se sont donné 5 ans pour trouver cette solution alternative. Donc, être capable de se limiter, c'est pas simple. Souvent, ça vient un peu chercher quand même le modèle de l'entreprise. Un principe qui est extrêmement aussi intéressant, c'est le principe 6. Chercher un équilibre entre performance et robustesse. Dans nos modèles économiques classiques, on a tendance en fait à rechercher en fait l'hyperperformance. En faisant ça,
on est de moins en moins robuste, on est de plus en plus sensible aux aléas. Or, on est dans un monde qui est en bouleversement et avec des changements extrêmement rapides. Donc, plus vous êtes performant et moins vous êtes robuste. Donc, il faut trouver cet équilibre. Dans le vivant, on parle de sous-optimalité. Le vivant fonctionne en sous-optimalité. La photosynthèse, est-ce que vous connaissez le rendement de la photosynthèse? Est-ce que quelqu'un connaît ce rendement? 1%. À peine 1%. Aucun ingénieur, en fait, ne va travailler sur un process qui a un taux de rendement de 1%. Par contre, dans la nature, il y a la redondance. Donc la photosynthèse, elle est dans X êtres vivants, etc. et elle est partout. Donc voilà, donc c'est des principes sur lesquels, en fait, on peut s'appuyer. Un autre principe qui la gratte énormément, c'est le principe 9. Utiliser des molécules bioassimilables. Des molécules, finalement, que le vivant va pouvoir récupérer, assimiler pour le remettre dans les cycles. Alors, quand on est avec des entreprises, souvent, les gens nous disent « Bon, ok, on fait nos emballages, ah oui, il y a du plastique, etc. » Oui, d'accord, les plastiques, hein, c'est les entités nouvelles, c'est l'un des risques majeurs, en fait, pour l'humanité. Hein, c'est l'une des limites qui est très, très, très largement dépassée. Mais il n'y a pas que le plastique. Le produit lui-même, parfois. Est-ce que le produit, si je le mets sur un tas de compost, eh bien, en fait, il va pouvoir se dégrader, ok? Donc ça, c'est la dégradation. Mais est-ce qu'il va pouvoir aussi être assimilé par le vivant? Et ça change la donne. Sans polluer, sans... Voilà. Donc, vous voyez, c'est des principes comme ça, en fait. Ils sont tous expliqués dans l'étude. Je ne peux pas tous les passer en revue. Mais c'est des principes de cette entreprise à visée régénérative. Et ça, pour nous, en fait, c'est des outils. C'est-à-dire que quand on mène un projet régénératif, bien, on s'appuie sur ces principes-là. On a, je vous ai dit, étudié 50 exemples. Sur ces 50 exemples, on a une seule entreprise qui a coché les 11 principes. Une seule. Maintenant, les principes, il y a certains principes principaux qu'on dit presque obligatoires. Principes 1, 2, 3, 4 et 5, et 11, pardon. Ces principes-là, une fois qu'on les a cochés, on se dit on est déjà voilà, c'est déjà pas mal. Alors, un autre outil qu'on a développé, c'est les portes de reconnexion au vivant. Que je vous ai dit, toutes les entreprises, c'est pas une entreprise digitale, une entreprise de service, etc. Elle peut être très éloignée du vivant. Une industrie, voilà, elle peut être assez éloignée du vivant. Et donc, on a travaillé sur ces portes de reconnexion. On a une dizaine de portes de reconnexion au vivant. Donc, il y a des entreprises, les entreprises qui travaillent sur le vivant, une entreprise agricole qui est dans la sylviculture, etc. Elles, ça va être assez simple. C'est le changement de leur pratique qui va permettre d'arriver à être une entreprise à visée régénérative. Ça, on en parlera ce soir avec Jean-Sébastien. Ça, on sait faire. Entre guillemets, les pratiques existent déjà, les modèles, on commence à les connaître. Donc ça va. Encore que, même si on fait ça, il faut regarder les impacts aussi sur l'ensemble de la chaîne. On a un cas de figure où une entreprise, Moitensi, pour les citer, je crois que c'est cité dans l'étude, donc je peux le faire. Moitensi, en fait, est passé à l'agroforesterie, à l'agro-viticulture. Donc, ils ont des pratiques qui sont des pratiques agricoles régénératives, mais par contre, ils n'ont pas changé leur modèle éco. Donc, ils vendent toujours dans des bouteilles, partout dans le monde, etc. Et quand on regarde, les effets positifs de l'agroviticulture sont complètement anéantis par le reste dans la chaîne de valeur. Donc, ça aussi, il faut le prendre en compte. Et puis, il y a des portes de reconnexion au vivant qui se font sur les process, sur les infrastructures, forcément sur le sourcing, mais qui peuvent se faire aussi quand on crée des écosystèmes régénératif. Je suis une entreprise digitale. Moi, je peux pas être régénératif sur mon périmètre. Mais si par contre, j'aide d'autres entreprises agricoles, sylvicoles, etc., en fait, à le devenir, je peux le devenir également.
Si je suis une fonderie, je fonds de l'aluminium et que je suis en Bretagne et que je récupère du lisier qui normalement polluait les sols, polluait la nappe, polluait les cours d'eau et puis polluait finalement le littoral avec les algues vertes, et qu'en plus je récupère les algues vertes pour produire de l'énergie pour finalement fondre mon aluminium, bien, vous voyez, cette fois-ci je suis dans un écosystème avec des agriculteurs, avec des collectivités, qui lui-même peut être régénératif. Parce qu'il a régénéré des sols, il a régénéré la nappe, il a régénéré des cours d'eau, il a régénéré le littoral. C'est ça une entreprise à visée régénérative. Alors, quelque chose que je n'ai pas dit encore, et puis je vais aller un peu plus vite, parce que je vois que le temps passe. On fait un double mouvement. Ce mouvement, le premier mouvement, puisque j'ai dit, on va chercher des impacts positifs nets. Il y aura toujours des impacts négatifs. Mais ceux-là, on va essayer de les réduire à leur seuil incompressible. Le seuil incompressible, c'est le seuil qui est prescrit par la science. Aujourd'hui, sur le changement climatique, c'est le SBTI. Et sur les sols, sur l'eau et sur la biodiversité, ils appellent ça Nature en anglais, c'est le SBTN. Mais donc, c'est la définition finalement du seuil que vous devez en fait atteindre à terme. Donc on vous dit à 2030, à 2050, voilà la trajectoire que vous devez emprunter. Donc ça, c'est un premier mouvement de réduction des impacts. Ce mouvement, il est insuffisant. Pourquoi? Parce que si je prends les limites planétaires, donc j'ai le seuil qui est là, on l'a dépassé, et quand je réduis mes impacts, je continue à augmenter quand même. Je devrais revenir sous le seuil, et en fait, ça m'éloigne toujours. Quand je fais de la compensation, eh bien en fait, si le seuil est là et que je l'ai dépassé, je reste au même niveau. Donc, je suis obligé d'aller chercher des impacts positifs pour revenir sous le seuil. Et ça, seul le vivant est en capacité de le faire, puisqu'il est en capacité de réguler le climat, il est en capacité de réguler l'eau, il est en capacité de réguler, enfin voilà, tous les services de régulation qui sont derrière ça. Donc, on va s'appuyer ensuite donc sur ce vivant pour aller chercher ces impacts positifs. Ça change beaucoup de choses. Hein. Ça change beaucoup de choses. Et puis, bien sûr, donc il y a quelques éléments de méthodologie en fait pour aller vers ces différents modèles. Il y a des éléments sur la contractualisation, donc sur les modèles de revenus. Vous verrez, il y a plein de choses dans l'étude. On ne peut pas tout dire. Hein. Alors, donc ces modèles régénératifs, c'est des modèles qui sont hybrides. Pourquoi? Parce qu'en fait, le mouvement de réduction des impacts, c'est déjà une transformation de modèle économique dans la majorité des cas, parce qu'en fait, on doit sortir de la logique volumique. On doit sortir du « je vends toujours plus, toujours plus, toujours plus ». Sauf si on est purement régénératif. Mais là, on l'a dit, c'est plutôt en fait l'entreprise agricole, sylvicole, etc. C'est des modèles qui sont ouverts à des parties prenantes plus larges. Je l'ai dit tout à l'heure. Hein, quand je prends l'exemple en fait de la fonderie, je suis pas avec des gens qui sont dans ma chaîne de valeur. Je suis avec des acteurs qui sont en dehors de ma chaîne de valeur et localement, bien sûr, si possible. Je passe un peu vite. La dynamique de performance qui est propre au régénératif, parce qu'il y a une dynamique de performance qui est propre au régénératif. Donc, c'est plus la même que sur un modèle économique classique. Et donc, ça, il faut aussi l'identifier, la travailler. Et puis, les moyens de monétisation, là encore, puisque on va aussi valoriser potentiellement économiquement les impacts positifs. Alors, sur le carbone, on connaît, hein, par exemple, le carbone qui est stocké dans les sols. Eh bien, il y a des marchés volontaires, mais il y a d'autres moyens aussi de valoriser, par exemple, l'impact sur l'eau, l'impact sur la biodiversité, avec les paiements pour services environnementaux, les PSE. Donc voilà, donc on peut aussi aller chercher des modes de financement complémentaires, des modes de revenus complémentaires. Et puis, bien sûr, en fait, l'évaluation. Sachant que de s'évaluer par rapport aux limites planétaires, c'est quelque chose qui n'est pas encore fait. On ne sait pas encore faire réellement en fait pour une entreprise. On sait le faire à l'échelle d'un territoire, mais on ne sait pas encore le faire à l'échelle d'une entreprise. Alors quelques cas, hein, parce qu'il y en a plus que ça, quelques cas qui ont été présentés. L'entreprise qui coche les 11, c'est le centre Songhai, hein, qui est au Bénin, un centre de formation en agriculture
dont l'objectif est de démontrer que finalement l'Afrique pourrait être complètement autonome, autosuffisante en agriculture. Guayaki, c'est une entreprise en fait très intéressante aussi qui fait du maté et qui a des impacts positifs et c'est super intéressant à les regarder. Je peux vous citer aussi Greenkeeper Africa qui fait de la double régénération. Donc, qui régénère des cours d'eau, mais qui en plus, en fait, a un produit qui peut régénérer des sols pollués ou des cours d'eau pollués. Donc voilà. Enfin, je passe les exemples. Et maintenant, ben, on n'a pas fini en fait. On est sur un champ qui est vraiment nouveau. Il y a encore plein de choses à explorer. Et donc nous, chez Lumia, on espère avoir les moyens de le faire. Donc ça, c'est une première, voilà, un premier draft parce que on voulait aussi poser des choses, poser un cadre. On va compléter cette étude par des études plutôt cette fois-ci en fait un peu sectorielles parce qu'on en a besoin. Et les difficultés qu'on rencontre, c'est que quand on vient de le dire, on n'a pas aujourd'hui de preuves irréfutables de l'accessibilité au régénératif en fait pour toutes les entreprises. Et il y a sûrement des entreprises qui ne pourront pas en fait se transformer complètement pour aller vers le régénératif. Il y a de l'abandon, de la renonciation qui peut être très très forte pour certaines entreprises. Et pour les grandes entreprises, plus on est grand, plus c'est compliqué. Puisque l'un des principes, c'est le local, le principe 11. Nécessité d'approfondissement sur la régénération humaine et sociale. C'est un travail qu'on avait commencé avec Christophe, qu'on n'a pas eu le temps de boucler. On a eu un stagiaire qui est venu, qui a fait un travail, mais qui n'était pas suffisamment, en tout cas pour nous, finalisé pour qu'on le publie. Mais bien sûr, c'est un travail qui va être complémentaire du travail, puisque là, on a parlé beaucoup d'écologie, mais il y a aussi les questions sociales qu'il faut absolument aborder dans ces différents modèles. Les protocoles de renonciation, donc on en a parlé. Aussi l'articulation entre le micro, le méso et la macroéconomie. Donc voilà, c'est tous ces champs-là en fait qu'on a encore en fait à étudier. Et puis quelque chose qui nous pèse quand même en fait nous chez Lumia, parce que quand on nous dit ben est-ce que vous pouvez, je faisais encore un webinaire hier, on a toujours les mêmes questions, est-ce que vous pouvez nous montrer des choses qui fonctionnent? On a plein de choses en fait en magasin, mais on est sous NDA, donc en fait on peut pas diffuser voilà ces différents éléments. Donc on peut donner des bribes, on peut donner sans citer, etc., mais on ne peut pas en fait démontrer, et ça nous pose question. Nous, notre objectif, c'est vraiment en fait de diffuser le plus largement possible pour que les gens puissent s'en saisir et puis se disent oui, ok, c'est une voie. Donc ça, c'est un de nos problèmes. Et puis, donc dans notre mission, notre objectif, c'est vraiment en fait de poursuivre cette recherche-action. Je vous cache pas qu'on a des difficultés, et pourtant on est sur un modèle éco. On a un modèle éco qui est pas stabilisé sur le sujet. Alors c'est pour des questions de statut. D'ailleurs, on a une réunion lundi sur ce sujet-là, mais ce qu'on voudrait quand même, en fait, c'est pouvoir financer ces études, parce que ça prend du temps. Et on n'a pas toujours des mécènes comme on a eu là pour cette étude-là. Donc on est, voilà, si vous connaissez des personnes qui sont intéressées, qui veulent approfondir ces sujets-là, on est tout à fait preneurs pour développer cette science du regen. Et puis pour terminer, et puis je vais vous donner le micro ensuite pour les questions. Eh bien en fait, l'étude est téléchargeable depuis le 11 janvier. C'est parce que j'ai appuyé là. Voilà, pardon. Elle est téléchargeable sur notre site. Il y a juste, voilà, vous mettez vos coordonnées pour qu'on sache qui a fait ce téléchargement. Et puis, bien sûr, en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, on a besoin des feedbacks. Donc, dites-nous si c'est complètement utopiste, ça ne peut pas exister, si vous avez peut-être des raisons. Voilà, en tout cas, nous, on est pour l'échange. Il y a peut-être des choses qui vous parlent, au contraire, vous dites bah tiens, voilà, moi je peux participer à ça, ou j'ai eu écho en fait de telle étude sur tel sujet. On est toujours preneur en fait de l'échange sur l'économie régénérative. Voilà. Alors je ne sais pas si vous avez des questions.
il y a des questions. Hop. Merci. C'est normal, c'est comme moi, c'est juste pour l'enregistrer. En fait, j'ai été frappé par votre présentation. Je trouve ça vraiment extrêmement intéressant. Mais vos exemples, ils sont sur la production de biens et sur la production de services qui aujourd'hui représente 80% des entreprises. En tous les cas, dans l'OCDE, ça paraît beaucoup plus abstrait. Donc, comment est-ce que dans une entreprise de services, moi, ça me parle pas immédiatement. Sur la production de biens, je vois beaucoup plus. Alors, juste pour répondre à ça, alors il y a quelques exemples effectivement d'entreprises de services. C'est sûr que c'est moins évident, mais on a un partenariat nous avec AXA Climate sur une formation, et AXA Climate par exemple s'est engagé dans cette régénération. Donc ça, c'est un acteur de l'assurance. Il y a des acteurs, c'est aussi noté dans l'étude, des acteurs du milieu bancaire. Voilà. Après, il y a des gens qui sont dans le digital, il y a Regen Network, par exemple, etc., etc. Donc, en fait, ça existe quand même. Et je vous invite à lire justement ces portes de connexion en fait, au vivant. C'est ce qui permet en fait de dire, OK, même si je suis éloigné du vivant, je ne suis pas tout proche, mais finalement, est-ce que je peux quand même me reconnecter à ce vivant non humain? Parce que forcément, dans une entreprise, il y a quand même du vivant humain. Mais est-ce que je peux me reconnecter à ce vivant non humain pour pouvoir justement aller vers ces modèles-là? Mais c'est sûr qu'il y a des activités où c'est plus compliqué. Monsieur, pardon. Bonjour. Moi, je me posais la question pour les entreprises quand elles vous contactent, comment vous faites déjà pour amener le sujet? Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de confusion entre RSE, EFC, régénératif. Déjà, c'est un peu plein de nouveaux termes, plein de nouveaux modèles économiques. Est-ce qu'il y a des jalons avec des étapes qui sont obligatoires à respecter pour les engager dans cette démarche-là? Est-ce que vous parliez tout à l'heure des principes opérationnels? Est-ce que vous les déroulez selon une logique? Est-ce que vous avez réussi à mettre en place une matrice? Enfin, voilà. Je sais que c'est pas bien généralisé, mais il y a quand même des choses que vous avez réussi à généraliser. Alors, on a une méthodologie qu'on propose d'ailleurs dans le cadre de nos formations. Mais effectivement, on s'adapte en fonction de là où l'entreprise est, en fonction de ce qu'elle a déjà mis en œuvre ou pas, de ce qu'elle est prête à faire. On a des entreprises qui n'ont pas fait grand-chose, mais qui sont très volontaristes. Et on a des entreprises qui ont fait des choses, mais qui sont bloquées, notamment par leur modèle économique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours en fait la notion de perte acceptable. On voit bien que quand j'ai une entreprise qui est proche du vivant, c'est les leaders mondiaux en fait de la Pure Free. Mais quand mon modèle économique est basé sur ce que je dois craquer, bah là, c'est difficile. Donc je comprends en fait la logique. Je suis complètement d'accord avec les principes de l'économie régénérative, mais passer à l'acte, là, ça devient très compliqué. Donc on part toujours en fait de là où elle est. Maintenant, souvent on a cette chance, Lumia, c'est que on a plus de demandes que nous on va chercher les entreprises. Alors par contre, en fait, on se refuse assez régulièrement, même très 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 souvent, de travailler avec des entreprises qui n'ont pas la motivation. Et quand nous, par exemple, on démarre par un séminaire, dans le séminaire, on essaie d'avoir les actionnaires. Donc, on parlait de gouvernance tout à l'heure, voilà. Alors, du coup, je prends la parole et c'est complètement en lien avec ça, et c'est une de mes lubies. En fait, c'est un étonnement. Dans votre présentation, qui, me donne très envie de lire votre étude, il y a une chose qui n'apparaît pas et qui est, à mon sens, fondamentale, c'est les outils de gestion et de pilotage. Aujourd'hui, moi, je suis directeur général d'une coopérative. Finalement, la seule chose, même dans notre coopérative, la seule délibération que je fais valider en AG par mes sociétaires, c'est l'affectation du bénéfice. Et ce bénéfice, il est calculé avec des outils de gestion, les normes comptables internationales, qui ne prennent absolument pas compte de ça. Et autrement dit, vous voyez, tant qu'on sera contraint par ces normes,
je pense qu'on n'ira pas très loin. Je pense qu'on n'ira pas très loin et parce que justement, parce que les actionnaires, au final, le seul outil de pilotage qu'ils ont, c'est celui du résultat comptable basé sur des capitaux financiers. Et c'est pour ça que moi, je fais un lien très fort entre ce que vous présentez et les outils de pilotage sur lesquels, à mon sens, ça pourrait être dans vos et après. Et je termine, et la suite. Et je termine. Nous, on travaille sur un projet. Enfin, je sais qu'il y a des réponses, il y a des débuts de réponses ou d'idées là dans le reste de la journée, mais nous, on travaille sur la mise en œuvre d'une comptabilité CARE. C'est extrêmement compliqué, c'est super dur parce que c'est pas opérationnel aujourd'hui. D'où le fait qu'on est bien dans des domaines de recherche-action qui sont, à mon sens, extrêmement liés à ce que vous avez fait. Voilà, d'où ma surprise qu'il n'y ait pas de lien, en tout cas dans votre présentation. Alors, c'est pas dans notre présentation, c'est pas dans l'étude non plus, mais on y travaille. Nous, on travaille on a travaillé avec la chaire Audencia sur la méthode LIFT. Bon, c'est l'autre méthode, voilà. Donc on s'intéresse à tout ce qui est comptabilité en triple capital. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même en fait une évolution. Il y a quand même la CSRD qui va quand même bousculer un petit peu, en fait, voilà, mais c'est des premiers pas. Bien sûr que les normes sont importantes. Il y a une normalisation SPEC qui est en cours. Donc nous, on y participe, Lumia, on y participe, mais c'est piloté par Isabelle Delannoy. Donc pour définir ce qu'est le régénératif et sûrement après voilà, on n'en est qu'au tout début de ces modèles et c'est la raison pour laquelle nous on s'est dit il faut les investir en fait peut-être un peu plus que les autres. Mais sachez que c'est quelque chose dont on a l'esprit. Christophe, il est docteur en sciences de gestion, donc c'est pas pour rien. Voilà, donc c'est des sujets bien sûr qui nous intéressent. Oui. Donc moi je travaille dans un réseau d'acteurs de l'économie solidaire et ça m'a, enfin le fait que tu dises que que dans l'économie régénérative les décisions sont prises en fonction de leur impact sur le vivant, je trouve ça génial. Hein. Il se trouve que nous on est plutôt sollicités par des acteurs, si tu veux, qui ont déjà dans leur mission un intérêt général, l'utilité sociale et ils ont ces contraintes économiques de revenus qui sont très fortes. Et ce qui fait que je vois pas trop comment moi ou d'autres, hein, ça fait longtemps qu'on cherche, hein, toi comme moi, d'autres modèles. Mais ce qui fait que si j'arrive pas en enlevant, tu vois, la dimension d'utilité sociale, en enlevant la dimension de revenus, j'arriverai pas à travailler uniquement avec eux sur la dimension d'impact sur le vivant. Donc c'est bien cet équilibre quand même entre les trois qui fait modèle économique. Du coup, je me questionne parce que en fait, nous, on a aussi beaucoup d'entreprises, d'organisations de l'ESS qui viennent nous voir, qui peuvent pas se projeter à 10 ans, qui ont déjà du mal à se projeter à 1 voire 2 ans. Donc, si on leur parle de 10 ans, ce sont des petites structures, hein, elles n'ont pas des plans stratégiques, même si elles ont une vision. Du coup, en termes d'accompagnement, je suis intéressée, tu vois, par partager justement tout ça avec vous parce que comment on peut faire? Est-ce que c'est vraiment donc l'impact sur le vivant qui est la première décision, enfin qui est l'élément prioritaire dans la décision? C'est ça que je me demande. C'est ce qu'on doit faire pour avoir une entreprise à visée régénérative. Maintenant, c'est sûr que c'est extrêmement compliqué. Mais alors, juste par rapport à la durée, le temps de l'entreprise, souvent 10 ans, c'est une éternité pour l'entreprise. Alors nous, on a la chance quand même de travailler avec principalement des entreprises familiales, mais pas que. Hein, on travaille aussi avec des grands groupes dans la distribution, etc. Voilà, ou dans l'agroalimentaire. Mais c'est sûr que de projeter aussi lointain et en plus avec des transformations aussi radicales, c'est extrêmement compliqué. Donc, on y va pas à pas. Et nous, aujourd'hui, ce qu'on a tendance à faire, c'est d'essayer de d'avoir des démonstrateurs. C'était en fait au sein de l'entreprise de faire en sorte qu'on travaille sur un sujet. Là, il y a 2 jours, j'étais avec une entreprise. On travaille sur des POC, mais c'est sur ces démonstrateurs. Le président de l'entreprise se demande s'il ne va pas créer une nouvelle unité spécifique pour monter ça, parce que c'est tellement
radical par rapport à ce qu'ils font aujourd'hui. Ils sont mondialisés, voilà, etc. Que il se dit ça va être trop compliqué. Donc, mais on a vu la même chose avec le FC. C'est-à-dire, en fait, des gens qui avaient une structure, c'était trop, la bascule était trop difficile. Donc, on montait une structure à côté pour finalement monter ce modèle qui est différent. Donc là, on risque d'avoir ça. Nous, ce qu'on dit, c'est de le faire pas à pas, parce que c'est sûr que demain, en fait, toutes les décisions soient prises en fonction de ça. C'est utopique, effectivement. Il y a un monsieur là-bas. Merci. Bonjour. La dernière question, je pense. Bonjour, je suis PDG d'une coopérative d'intérêt collectif baptisée Planète Aroma. Et notre préoccupation, c'est de sauver l'humanité par les arômes et de laisser une terre à vivre à nos descendants. Alors comment procédons-nous? Nous procédons par le fait qu'effectivement, aujourd'hui, l'économie régénérative pour nous ne peut s'entendre que dans une démarche d'économie mixte. Puisqu'effectivement, nous développons des formations de soignants à l'aromathérapie dans des établissements de soins, mais carrément aucun élément de nos 50 huiles essentielles et 15 huiles végétales ne viennent de notre région. En particulier, 40% de notre gamme vient de Madagascar, mais par le biais de distributeurs, etc. On a une utopie, si vous voulez, ça serait de mettre en place le familistère du 21e siècle. Je vous ai apporté un schéma ici. Et le fait qu'effectivement, notre préoccupation, c'est de faire du familistère une forme de pôle d'excellence du développement durable, permettant effectivement de ramener des activités de proximité tout en faisant du développement mutualisé. Alors quand je dis activité de développement de proximité, c'est effectivement mettre en place un centre de recherche appliquée avec des ethnobotanistes, des biologistes, des ingénieurs en chimie organique permettant d'inventorier toutes les molécules des plantes et des arbres de notre proximité, mais aussi en valorisant tout ce qui peut être les thérapies non médicamenteuses. C'est-à-dire le fait qu'ils n'hypothèquent pas le devenir de la nature de proximité, mais qu'au contraire utilisent la nature de proximité comme étant un champ de tout ce qui peut être l'optimisation des ressources. Alors je veux parler de métiers comme ceux de jardiniers éducateurs, comme ceux d'enseignants en activité physique adaptée, qui développent des jardins partagés adaptés pour tous. Je veux parler de la sylvothérapie, je veux parler de tout ce qui peut être la médiation animale. Toute cette dimension-là, si vous voulez, n'a rien à voir avec une conception classique de l'économie. Et je suis d'accord avec ce que disait tout à l'heure monsieur le directeur d'une coopérative. C'est le fait qu'effectivement, il faille plutôt parler aujourd'hui d'humanité régénérative. Et le fait que, donc, par exemple, pourquoi parler d'économie mixte? Parce que nul entrepreneur indépendant n'aura les moyens de financer demain un centre de recherche appliquée et des unités de transformation de proximité. Je veux parler de distillation à la vapeur d'eau, je veux parler de huilerie, je veux parler de conserverie en lactofermenté et pourquoi pas de parfumerie. On n'a plus de parfum naturel aujourd'hui, on n'a que du parfum de synthèse. Voilà un petit peu notre préoccupation. Ok, merci. Eh bien, on clôture cette... Merci. Merci. On clôture cette présentation et puis il y a un atelier qui démarre. Donc voilà, Jean-Luc.